quand on parle de 1064 chevaux, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais peut-être ce véhicule-là ne sera pas conduisable. Ça va être dur de mettre tout le pouvoir sur l'asphalte, avoir de la traction. Puis est-ce que ça va être seulement les super pilotes qui vont être capables de contrôler cette machine-là? » Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, la Chevrolet Corvette ZR1 commence à faire son tour de toutes les pistes aux États-Unis et elle bat tous les records. Oh, je suis un grand fan de la nouvelle Corvette ZR1. Regardez, je trouve que pour le prix, c'est assez extraordinaire. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas comment que cette voiture-là peut faire un impact dans le monde des supercars. Le véhicule est, selon moi, extrêmement capable. Puis là, on le voit, les gens chez GM ont été testés sur 5 différentes pistes. Puis sur les 5 différentes pistes, ils ont battu le temps record pour un véhicule de production. C'est assez extraordinaire de ce côté-là. Puis je vais vous dire pourquoi que ça a un impact autant, je pourrais dire, sur le marché. Tout d'abord, regardez, c'est un véhicule qui est sous la barre des 1 million de dollars. C'est un véhicule qui coûte moins de 200 000 US. Un véhicule qui développe 1064 chevaux. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que quand on parle de 1064 chevaux, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais peut-être ce véhicule-là ne sera pas conduisable. Ça va être dur de mettre tout le pouvoir sur l'asphalte, avoir de la traction. Puis est-ce que ça va être seulement les super pilotes qui vont être capables de contrôler cette machine-là? » C'était le cas auparavant avec l'ancienne Corvette ZR1 qui développait 755 chevaux, qui était supercharged, un véhicule qui est extrêmement difficile à conduire. Toutes les personnes que j'ai parlé qui ont conduit ce véhicule-là, ils disent que c'est difficile à conduire. Même des professionnels, même ceux qui font des classes Corvette m'ont dit que c'était un véhicule que c'était pas pour les débutants. J'ai regardé quand j'étais sur la piste de course en Ontario avec Monsieur Fellows. Il m'a dit que c'était tout un véhicule à contrôler, puis l'aérodynamisme donnait beaucoup d'aide pour les pilotes avancés, mais que c'était pas pour les débutants. Alors, c'est la question qu'on se pose aussi. Regardez, est-ce que cette nouvelle Corvette-là est difficile à conduire? C'est un petit peu avec ça qu'ils veulent prouver que la nouvelle Corvette est un peu une voiture qui est très bien balancée puis qui va être faite un peu pour Monsieur Tout-le-Monde. Ben, Monsieur Tout-le-monde. Quand même des gens qui connaissent comment conduire, mais je voudrais dire que ça ne sera pas juste la crème de la crème qui va être capable de conduire ce véhicule-là. Et ils ont fait des records à 5 différentes pistes. Puis sur les 5 différentes pistes, ils ont utilisé un conducteur différent. Fait qu'ils sont allés à Walking Glens Long Course, qui a été en 1 minute 52.7. Le conducteur était Bill Wise. C'est un Lead Performance Engineer, châssis control. Fait que c'est tous des employés de chez GM. Ils sont allés à Road America, 2 minutes 8.6. Brian Wallace, Lead Vehicle Dynamic Engineer. Road Atlanta, 1 minute 22.8. Chris Barber, lui aussi, c'est un Lead Development Engineer. Puis ils sont allés à Virginia International Raceway, VIR qu'il l'appelle, là. La full course, c'est 1 minute 47.7. C'était Aaron Link, Global Vehicle Performance Manager. Puis ils ont fait un autre aussi à VIR, Virginia International Raceway, la Grand Course qu'il appelle. Il y a le full course puis le Grand Course. 2 minutes 32. Puis le chauffeur, c'était Aaron Link. Fait qu'ils disent que, regardez, c'est sûr certain, c'est la ZR1 qui est full equip là, avec le package ZTK, Performance Package, qui offre beaucoup de downforce de ce côté-là. Ces véhicules-là sont équipés de Michelin Pilot Sport Cup 2R ZP. Fait que c'est quand même un pneu qui est presque pas pour la route, là, mais bon, on va se dire que dans ces games-là, ça joue comme ça. Bon, ces conducteurs-là, c'est tous ils appellent ça des niveaux 6 d'expérience de conduite. Fait qu'ils font ils font de la course, puis aussi des trucs de haute performance, ces choses-là. Quand j'étais chez Ford, on avait été sur le Proving Ground à Dearborn, proche de Détroit, puis
j'ai rencontré pour la première fois des ingénieurs comme ça, qui / pilote de course. Puis j'avais fait un tour de Mustang Boss 302 avec il y avait des niveaux comme ça, là, comme level 5, 6, 7. Puis dans la compagnie, chez Ford, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le niveau que du gars que j'étais. Je me souviens pas c'est quoi son niveau, là. On va dire qu'il y avait un niveau 6, là. Mais lui, c'était celui qui avait un des plus hauts niveaux, puis dans la compagnie, il était numéro 2 dans le ranking de comme les meilleurs, ces choses-là. I guess que quand tu vas à faire un record, mettons, sur le Nürburgring, ils doivent sûrement prendre le numéro 1 ou le numéro 2, ou littéralement vraiment un pilote d'une écurie. Mais là, c'est tous des gens qui travaillent chez GM. Mais, comment je pourrais dire, ces personnes-là sont au même niveau, peut-être pas côté compétition, mais pour faire des tours de records comme ça, c'est les personnes qui connaissent le plus le véhicule. Fait que des fois, un espèce d'ingénieur / courseur comme ça peut être meilleur qu'un pilote de course, tout dépendant. Parce que le pilote de course, il faut qu'il s'adapte vraiment au véhicule, tandis que ces gars-là, des fois, ils ont développé le véhicule. Fait que c'est pour ça qu'ils connaissent autant que ça. Fait qu'ils sont capables de le pousser vraiment à la limite parce que c'est eux autres qui ont presque établi la limite du véhicule. Mais là, vice-versa. Fait que ça veut en dire long, tu sais, ils peuvent aussi s'attaquer au Nürburgring bientôt. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu sais, moi, tout ce que je vois là-dedans, c'est un peu une claque d'en face à Ford avec leur Mustang GTD qui ont attaqué le Nürburgring, ils n'ont pas nécessairement fait le meilleur tour, ils n'ont pas battu les Porsche, ils ont fait le meilleur temps que voiture américaine. La GTD coûte beaucoup plus cher que la ZR1, développe moins d'HP que la ZR1, semble être plus massive. Je n'ai pas comparé les poids des deux véhicules. Moi, je pense que la ZR1 a des chances de battre la GTD sur le Nürburgring. Je rappelle, là, donner des stats, là, 0 à 60 000 à l'heure en 2,3 secondes, quart de mille en 9,6 secondes, top speed 233 000 à l'heure, c'est toute une machine. Puis, je voulais vous comparer un peu des stats là, de côté, comment c'est rapide, s'ils ont battu, quel autre véhicule qu'ils ont battu. Bon, si on regarde les temps de record, mettons, pour le Road America, c'est une piste que j'ai souvent piloté en jeu vidéo seulement, malheureusement. C'est la voiture qui a été la plus vite, littéralement, pour un véhicule de production. Avec 2008, la plus proche de tout ça, c'était la Porsche 911 GT3 RS. Avant ça, il y avait la 911 GT2 RS avec 2 minutes 15, avec 2 minutes 13 pour la GT3, 2 minutes 15 pour la GT2, puis un autre GT3 RS avec 2 minutes 18. Le véhicule le plus près de la Corvette ZR1, c'était vraiment un véhicule de course. Ils appellent ça un JSP 320 qui est en 2 minutes. Puis là, on tombe littéralement dans une espèce de véhicule d'endurance. Puis, quand je regardais cette liste-là, qu'est-ce qui me faisait rire, c'est que j'ai checké c'est qui a le meilleur temps. Le meilleur temps établi sur Road America, c'est une Audi R10 TDI. Je ne sais pas si vous connaissez ce véhicule de course-là. Fait que, moi, je suis un grand fan de ces véhicules-là. Je crois que Audi a vraiment fait un statement dans le temps avec le moteur TDI. Puis vous savez que je suis pas mal plus fan de TDI que de ID4 ou de e-tron. Là. Fait que les autres, ils avaient fait le temps en 1 minute 46. Puis je rappelle, la Audi R10 TDI a été produit en 2006 à 2008, les mêmes années que mon Audi S6 V10. Fait que on voyait que dans ce temps-là, il l'avait. On dirait que ça a été perdu avec le temps. Tu sais, j'en parle tout le temps. Là, j'étais un peu nostalgique de ce côté-là, mais il y avait quelque chose, surtout chez côté allemand, là, qu'il l'avait dans ce temps-là. Fait que c'était un V12 de 5,5 litres. Sûrement, il faudrait que j'étudie ce moteur-là, mais je sais que, comme le V10 que j'ai, il est dérivé du V8. On dirait qu'il était capable de, justement, rajouter des vraiment assez... Tu sais, le V8 est 4.2, le V10 c'est 5.2, moi que j'ai.
est-ce que c'est un moteur dérivé, le V12 du V10? Peut-être, sûrement, il faudrait que je vérifie. Mais je sais que chez Audi, il était comme ça. Je sais qu'entre un S4, le V8 du S4, puis le V10 du S6, c'est des moteurs qui sont presque similaires, la façon de leur conception. Je pourrais dire, puis je trouve ça très intéressant de ce côté-là. Puis ça me fait rire parce que c'est un véhicule qui a été développé en 2006. Puis tu sais, parlant de GM, ben, le deuxième meilleur temps sur Road America, c'est le Cadillac V-Series R de 1 minute 47. Fait qu'il est quasiment une seconde plus lent. Puis ça, c'est un véhicule, là, c'est la crème de la crème présentement. Là. Ça a été développé en 2022. Là, puis c'est un V8 hybride, là, qui motor, tout le kit. Là, c'est... Ah les gars, il marchait en salle, le TDI, dans ce temps-là. Quand j'ai vu le TDI, ça m'a fait sourire. Je voulais m'en parler aujourd'hui. Vous savez comment que j'aime un peu mes petits trucs de passionné comme ça. Fait que ça m'impressionne beaucoup. J'ai hâte de voir s'ils vont s'attaquer au Nürburgring. Sûrement, ils attendent les bonnes conditions, qu'il fasse plus chaud, ces choses-là. Ford était un petit peu à la limite, un peu. Il faisait pas très, très beau quand ils ont essayé ça avec la GTD. Fait qu'ils vont sûrement y retourner aussi avec la GTD. Fait que sûrement en printemps, quand il va venir commencer à être plus chaud, plus sec, ces choses-là. En Allemagne, c'est un peu comme ici, là, il neige, là, puis c'est pas la super température. Là, ils vont à des places que la température est clémente, je pourrais dire. Il fait pas trop chaud ni trop froid. Fait que c'est bon de faire des temps sur la piste de course. Atlanta, ces choses-là. Fait que c'est plus dans le sud des États-Unis. Fait que je trouve ça super pour Corvette. Je leur lève mon chapeau. C'est un véhicule qui pourrait facilement vendre un demi-million, puis les gens seraient quand même intéressés, mais juste comme venir faire une machine pour tout détruire comme ça, venir faire un statement, j'aime beaucoup ça, puis j'espère qu'il va y avoir plus d'autres compagnies qui vont dire OK, on va venir essayer d'accoter la Corvette. Comme un peu comme dans le temps. Je trouve ça un petit peu plate que en voyant ça, j'ai comme une préférence Chevrolet comparé de Ford, même si j'adore Ford. L'approche Ford, collectionneur avec les tokens, tout ça, puis limité, puis on espèce de faire jouer une game Ferrari, que genre, t'as besoin d'une entrevue, puis de ci, puis ça, puis c'est pas n'importe qui peut l'acheter. Puis même Ferrari est en train de se déconnecter un peu de cette stratégie de vente-là. Je trouve ça un petit peu greedy de chez Ford, mais je comprends qu'ils veulent faire des pièces de collection, tout ça, mais j'aime le côté Corvette plus abordable, plus comme moins collection. Utilisez-la, on va aller sur la piste, on bat tous les records. On dirait qu'on retourne un peu dans le temps que il y avait la Viper, puis il y avait d'autres véhicules qui venaient compétitionner contre la Corvette. Puis j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose d'autre qui revienne. Autant chez Ford que chez Dodge, que peu importe, que ça revient tout ça. D'avoir une espèce de compétition entre les trois Américains. Puis que ça... Regardez, je vais vous dire, que Dodge revienne avec la Viper, ça serait malade, là. Puis la Viper avait tellement de potentiel à la fin avec le groupe ACR, toute la kit. Je pense que même si c'est une grosse dépense, puis c'est pas le temps, puis c'est difficile pour les industries automobiles, ça serait bon pour l'image de chez Dodge, là. Ramener une Viper dans le showroom à la place de mettre des Hornets. C'est mon avis à moi. Fait que dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que la Corvette ZR1 va venir tout détruire sur le Nürburgring ou regardez, vous avez encore espoir pour Porsche fasse quelque chose puis que Mustang va faire mieux avec la GTD? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Si vous appréciez mon contenu, allez m'encourager dans la section VIP. On vous offre du contenu exclusif qui n'est pas disponible à Monsieur Tout-le-Monde. Aussi, vous avez des vidéos à l'avance, on répond à vos questions, etc. Et ça nous aide à rester indépendants et garder aussi notre opinion. Puis ça nous encourage, vous nous supportez la chaîne, c'est apprécié. Chaque membre VIP, très apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.